Alors on va prendre donc par Skype, par communication, Monsieur Mostafa Adib. Je rappelle que vous êtes ancien officier de l'armée de l'air marocaine. Vous nous entendez, Monsieur Adib? Oui, je vous entends très bien. Alors je rappelle pour nos amis téléspectateurs que vous avez été séquestré et emprisonné à la prison de Salé au Maroc pendant 2 ans et demi après avoir dénoncé des faits de corruption avérés dans la hiérarchie militaire marocaine et qui s'est acharné par la suite sur vous après avoir arrêté les coupables. Monsieur Adib, vous qui parlez souvent aussi de la situation au Sahara occidental, que pensez-vous, vous, en tant qu'ancien officier de l'armée royale, de cette entreprise belliciste du Maroc aujourd'hui, qui est donc revenue à la guerre avec le Front Polisario? Alors, je vais rebondir sur vos propos de tout à l'heure où vous disiez que c'était un résidu du colonialisme. Et je préfère éclairer une chose là-dessus, Oui. c'est que contrairement au Sahara occidental, à l'Algérie et à la Mauritanie qui ont été bel et bien colonisés par la France, le Maroc il n'a jamais été colonisé. Et ça, c'est une clé de voûte pour résoudre ce problème. Il y a beaucoup de confusion dans l'histoire, dans la mentalité et l'esprit des gens. Le Maroc, il n'a jamais été colonisé. Le Maroc, en 1912, le roi du Maroc, le sultan, il avait fait appel à une puissance étrangère, qui est la France et puis ultérieurement l'Espagne, pour protéger son trône, non pas pour protéger le Maroc. Donc nous, au Maroc, on a une réelle crise de légitimité du pouvoir. Le pouvoir au Maroc, il n'est pas légitime depuis 1912. Parce que les gens, ils pensent qu'il y avait eu un protectorat sur le Maroc, mais c'est faux. Le texte ou le traité de protectorat de 1912, il stipule clairement que la France, elle rentre au Maroc pour protéger le roi contre le peuple marocain. C'est important de le signaler. Donc c'est ce qui explique, selon vous, aujourd'hui... C'est pas un problème de colonialisme. C'est ce qui explique, selon vous, aujourd'hui, la position de la France vis-à-vis de ce conflit du Sahara occidental, ce parrainage? Tout à fait, madame. Tout à fait, madame. Il faut revenir aux sources pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Le Maroc n'a jamais été colonisé. Il a été séquestré par une bande de mafieux, de sultans, de rois. Il est légitime parce que le Maroc, il a eu beaucoup de dynasties avant. Et nous les avons changées quand ils étaient corrompus, incapables de gérer les affaires du pays. On les changeait. Alors les Alaouites, leur fin, elle a été à la fin du 19e siècle. À la limite 1912. Et du coup, le sultan, il a fait appel aux forces étrangères pour venir le protéger. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir illégitime au Maroc qui rend service à un État qui joue, malheureusement, je porte la nationalité française aussi. La France, elle joue le mercenaire dans cette affaire-là, parce qu'elle est là pour protéger un sultan et du coup, protéger ses affaires. Et c'est pour ça que la France ne fait rien pour résoudre le problème du Sahara, qui lui, il a été réellement colonialisé. Alors vous dites... La Mauritanie, il a été colonialisé. L'Algérie, il a été colonialisé. Vous dites, Monsieur Adib, que les Marocains ont été finalement biberonnés à la thèse marocaine expansionniste, notamment sur le territoire du Sahara occidental. Comment est vécue de l'intérieur aujourd'hui cette situation de ce dossier du Sahara occidental par les Marocains? En pleine crise économique marocaine, il faut le rappeler. Hein. D'accord. Merci. Je veux juste souligner, parce que je sais que les services marocains vont rebondir sur cette émission. Ils vont dire que je n'ai pas dit biberonné. Alors, je précise que je l'avais dit à vous avant le début de l'émission. C'était au cours de nos discussions avant. Donc, effectivement, je confirme que les Marocains, ils ont été biberonnés et allaités à cette fausse thèse, à ces mensonges, à cette propagande dès leur naissance. Le Marocain, il est endoctriné, il est matraqué par ces mensonges. Comme quoi le Sahara est marocain, comme quoi le Maroc qui s'étendait, je ne sais pas, de l'Atlantique jusqu'à la Libye, et puis de la Méditerranée jusqu'au Sénégal. Enfin, les gens, ils avancent tout et n'importe quoi. Mais la réalité, elle est là. Quand les Espagnols ont occupé le Sahara occidental, il n'y avait pas le Maroc dedans. Il y a même des textes
ce qu'ils appellent des traités. Moi, je ne considère pas ça des traités, parce Oui. qu'il n'y avait pas réellement un pouvoir central au Maroc à cette époque-là. Mais il y a des traités où les sultans du Maroc, ils reconnaissent que leur pouvoir se limitait à Oued Noun, à une rivière beaucoup au-delà, au-dessus du Sahara occidental, aujourd'hui occupé par le pouvoir dictatorial installé au Maroc par la France. Donc les jeunes Marocains ils grandissent dans une fausse idée, fausse histoire. Et ils pensent, non pas par de mauvaise foi, mais par bonne foi, parce qu'ils ont été biberonnés à l'été de cela, ils pensent que réellement le Sahara occidental, il est marocain. D'ailleurs, comment pourrait-il dire le contraire concernant le drapeau même? Le drapeau marocain rouge à l'étoile verte, il n'est même pas marocain. C'est un général, Lyoté, le général Lyoté. Tout est franc posé au Maroc. Au début, il avait fait une étoile à 6 branches et ensuite il a changé à 5 branches. Et aujourd'hui, le Marocain, il pense que c'est un drapeau marocain. C'est la même chose pour le Sahara. Il pense que le Sahara, il est marocain. Est-ce qu'on peut considérer, Monsieur Adib, que cette vision sur le Sahara occidental, la thèse marocaine, peut être considérée comme un mensonge d'État et pourrait traumatiser à la fois la monarchie et le peuple si la légalité internationale devait reprendre ses droits? Pouvez-vous recommencer la question? Je vais répéter ma question. Je vous disais, est-ce que, puisque vous êtes en train d'affirmer justement que les Marocains ont été biberonnés à cette thèse du Grand Maroc vis-à-vis du Sahara occidental notamment, est-ce que si cette thèse devait tomber sous le coup de la légalité internationale et que les peuples sahraouis reprenaient son droit à l'autodétermination, est-ce que cela pourrait traumatiser, menacer la monarchie actuellement et traumatiser le peuple marocain aussi? Tout à fait. Alors, pour le trauma du peuple marocain, vu la situation économique qu'au vit le peuple marocain, où analphabétisme, illettrisme, pauvreté, prostitution, non pas prostitution de luxe, mais prostitution par besoin, tout ce que vit le Maroc aujourd'hui, je pense pas que la perte du Sahara occidental va le traumatiser. Par contre, pour la monarchie et pour le devenir et le futur de la monarchie au Maroc, oui, ça va être un coup fatal pour la monarchie au Maroc. C'est pour ça qu'elle s'y attache bec et ongle, c'est pour ça qu'elle fait tout ce qu'elle peut, y compris faire passer les budgets, on le verra, hein, là le budget de 2021, il a été déjà décidé, mais il va revoir des modifications pour pouvoir permettre à l'armée marocaine d'avoir un minima de ressources pour pouvoir faire illusion qu'elle défend le Sahara et que le Sahara il restera marocain à jamais. La monarchie, elle est prête aujourd'hui au Maroc à sacrifier le Maroc et à sacrifier les Marocains pour que le Sahara reste occupé par le Maroc, parce que c'est une question de vie ou de mort pour la monarchie marocaine. On revient à Monsieur Mostafa Adib qui est avec nous à partir de Washington. On parlait, Monsieur Mostafa Adib, des dérives en matière de droits de l'homme et l'empêchement de Lamine Urso d'effectuer son mandat. Lamine Urso qui est par ailleurs amputé de sa partie, de sa composante politique et administrative depuis près de 4 ans maintenant, sans pression aucune de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est l'ampleur, vous qui avez été soldat dans l'armée royale, quelle est l'ampleur des dérives, de la répression marocaine contre les Sahraouis dans les territoires occupés? Je voudrais juste rapidement revenir sur les propos de Madame Saïda Bouneb, la députée. Oui, effectivement, Madame, il y a de quoi être fier d'être algérien ou algérienne. L'Algérie est l'un des rares pays africains ou arabes où l'on peut lire dans la Constitution que tout un peuple peut être là pour défendre l'autodétermination des peuples. Il y a vraiment de quoi être fier. Et nous, au Maroc, libres Marocains, on vous envie pour ça. Je reviens à votre question. Concernant Lamine Urso, moi j'ai travaillé, je connais très bien le Maroc et donc j'étais officier dans l'armée de l'air marocaine. Et je peux vous confirmer que toute instance qui pourrait être introduite au Maroc pour gérer ce conflit, elle va être corrompue par le pouvoir installé au Maroc. La corruption est l'arme numéro 1 du pouvoir marocain, que ce soit au sein de l'Union africaine, que le Maroc a rejoint, et je préfère dire que le régime marocain, pour ne pas y impliquer le peuple marocain, parce que le peuple marocain n'a jamais été pour ce régime installé au Maroc,
l'arme principale du régime installé au Maroc, c'est la corruption. C'est pour ça que l'on voit, comme l'a dit votre invité, M. Barrouk, que vous lui avez posé la question concernant les pays qui changent d'avis concernant la réalité de l'existence de l'État et de la République arabe sahraoui, c'est uniquement par la corruption. Chris Coleman, tout le monde a entendu parler des emails dévoilés par le hacker anonyme dit Chris Coleman. On a pu y voir comment le régime marocain, il corrompt, il soudoie tout le monde. Députés français, journalistes français, même journalistes américains, ici aux États-Unis d'Amérique, ils ont été corrompus par le régime marocain pour changer leur avis et pour dire que le Sahara est marocain et pour dire que le Maroc est le plus beau pays du monde, etc., etc. La MINURSO elle-même, elle n'échappe pas à ce schéma stratégique du régime dictatorial installé au Maroc. Ils sont corrompus. Moi, j'ai vu de mes propres yeux les officiers de la MINURSO, ils commettaient des infractions oui, il y a eu les plaques d'immatriculation. Et ils n'ont jamais été poursuivis. Oui, les passeports. Ils bénéficient de beaucoup de largesse, beaucoup de quand ils sont arrêtés, ils sont acquittés, etc. Comme c'est d'ailleurs le cas pour certaines personnalités françaises qui ont été arrêtées au Maroc et à Marrakech pour homosexualité et pédophilie, et ils ont été libérés à 4 h du matin, à 6 h du matin. Ils ont repris les vols, ils sont repartis en France. Et concernant l'association marocaine qui a porté plainte en France contre ces dirigeants français, mais il n'a pas eu gain de cause. Donc c'est la corruption. Concernant ma question, M. Adib, pour revenir à la répression, on le disait, la MINURSO qui est empêchée d'avoir ce mécanisme, hein, et elle est la seule force onusienne au monde à ne pas avoir ce mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Pourquoi le Maroc a tant peur que la MINURSO en soit dotée? Alors, pour être objectif, je vais dire que le Maroc, il prépare toujours des cartes. La carte des droits de l'homme dont la MINURSO va se saisir ultérieurement, c'est une carte pour le régime. Donc il la retarde. Et le jour où la situation va lui paraître qu'elle est sur le point d'imploser, parce que la situation au Maroc, elle est sur le point d'imploser. Le peuple marocain, il commence à en avoir marre, il va y avoir un problème. Alors, le régime marocain, il détient cette carte de autoriser ou d'accepter à ce que la MINURSO va se saisir de la question des droits de l'homme au Sahara occidental. C'est une carte. Et il va le rebondir le jour où il va voir qu'il est en train de perdre sur le front militairement. Parce qu'il va sûrement perdre. Et il peut pas tenir contre une guérilla. Pour quelle raison, M. Adib? Parce que vous le décrivez, justement, vous décrivez l'armée marocaine, vous dites ce colosse aux pieds d'argile avec des soldats démoralisés qui ne croient pas en la thèse marocaine sur le Sahara occidental, c'est bien cela? Tout à fait, je le confirme. Les Marocains, les soldats marocains, quand ils rejoignent l'armée marocaine, la majorité d'entre eux, ils rejoignent l'armée comme un gagne-pain, pas pour être sûr de la cause dont ils défendent. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple des militaires marocains déployés dans des conflits extérieurs dans le cadre des Nations Unies comme casque bleu. Les Marocains, ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, ils soudoient les officiers, et je vous dis ça en connaissance de cause, ils soudoient les officiers pour pouvoir aller en détachement sous le mandat des casques bleus, juste parce qu'ils vont toucher théoriquement les $3000 que l'ONU leur donner, plus leur logistique, leur bouffe, etc., alors qu'ils n'en reçoivent pas la totalité, parce que, encore une fois, la corruption qui gagne au sein de l'armée marocaine, les gens, quand ils rejoignent l'armée marocaine, c'est juste pour un gain-pain, c'est pas pour défendre une cause. Je le confirme. Et les soldats marocains qui ne sont pas reconnus comme prisonniers de guerre, hein, lorsqu'ils sont pris en captivité. Alors ça, c'est le comble de l'histoire. Pour déclarer une guerre, au Maroc, il y a une constitution, même si elle est offerte, il y a une constitution qui stipule comment déclarer une guerre. Alors, la déclaration de guerre, elle n'a jamais été respectée au Maroc, non pas maintenant,
quand l'armée marocaine elle a dépassé le mur pour aller, soi-disant, faire évacuer les pacifistes sahraouis, des femmes, des enfants, pour les faire évacuer durant leur sit-in pacifique, c'était une violation du cessez-le-feu. C'était une violation du cessez-le-feu. Oui. Et normalement, un État qui se respecte, il devait déclarer cela comme étant un fait d'état de guerre. Donc, il devait passer au Conseil de ministres sous la présidence du roi Télé, dictateur dirigeant le Maroc. Ça devait être passé à ce qu'ils appellent le Parlement marocain, alors que ça n'a rien à voir avec les représentants du peuple marocain, parce qu'il n'y en a aucun qui représente réellement le peuple marocain. Ils sont tous choisis préalablement avant leurs élections. Ça devait respecter ces conditions. Ça n'a pas été respecté. Et je n'en parle même pas aujourd'hui. J'en parle pas à l'époque de Hassan II. 1975, le Maroc, il n'avait jamais déclaré officiellement qu'il était en guerre. Parce que le criminel Hassan II, il refusait de reconnaître qu'il y avait des Sahraouis qui voulaient s'autodéterminer. Et du coup, nous avons eu dans l'armée beaucoup de problèmes à cause de ça. Parce que nos militaires, ils étaient sur le mur à défendre, soi-disant, l'intégrité territoriale qui n'en est rien. Oui. Et quand ils sont arrêtés, nous avons un tribunal militaire à Rabat dont le nom, et déjà, il tire la sonnette. C'est le tribunal militaire permanent, alors qu'il ne devait pas être permanent. Un tribunal militaire, théoriquement, il se réunit et se dissout pour des faits précis durant la guerre, etc., etc. Mais nous, au Maroc, on a un tribunal permanent. Ça veut dire tout le monde, même les civils, ils peuvent y passer, c'est même pas les militaires. Alors ce tribunal-là, quand il condamnait les gens, je parle de la première guerre, pas de l'actuelle, dans la première guerre. Alors, selon le code de justice militaire, vous pouvez poursuivre quelqu'un selon la situation. Est-ce qu'on est en état de guerre ou en état de paix? Les infractions, ils ne sont pas les mêmes. Quand on est en état de paix, la loi, elle est un peu clémente. Mais quand on est en état de guerre... C'est la loi martiale. Voilà. Alors, un déserteur, par exemple, qui déserte le front... Comme vous, monsieur Moustapha Edib. Non, je n'ai pas déserté. Moi, vous êtes présenté comme déserteur dans beaucoup de médias. Vous êtes présenté comme un capitaine déserteur. Ça, c'est la propagande. Comment pourrais-je être déserteur alors que je vivais au Maroc et que j'ai mon passeport où je rentrais, je sortais du Maroc? Non, non. Moi, j'étais radié des rangs de l'armée par décision de ce roi Télé qui gère le Maroc, sachant que j'avais déposé une demande de quitter l'armée. J'ai déjà demandé à quitter l'armée, mais ils ont refusé. Justement, si je serais parti, j'aurais été considéré comme déserteur et peut-être ils m'auraient considéré déserteur en état de guerre et ils m'auraient passé à la cour martiale alors qu'il n'y avait jamais eu d'état de guerre au Maroc.